Sweet YouTube Worlds, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'heure littéraire. Et cette fois encore, ça a bien déboîté en termes de lecture puisque j'ai 10 retours lecture à vous faire. Et en réalité, j'ai 9 retours lecture puisque dans cette pile à lire pour ce mois de février, il y avait la lecture commune sur laquelle nous avons déjà débattu sur la chaîne de Gwen. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc il y a 9 livres, lesquels je vais vous faire un petit retour. Alors, une fois de plus, on va peut-être être sur un siècle littéraire, mais je vais faire ce que je peux. Restez, parce que je sais que les vidéos lecture, bon, c'est pas trop ce qui fonctionne ici, mais j'ai pas mal de petites choses à dire, et notamment sur certains livres. On ne traîne pas, on y va. Avant de vous donner mon avis sur les lectures que j'ai traversées pendant ce mois de février, je tiens quand même à préciser que je suis actuellement dans le challenge à Voxlivre de la tête dans les étoiles de la chaîne Vox Literaria. Je suis assez contente parce que là, pour le mois de mars, je vais devoir couper parce que j'ai une lecture commune qui n'intègre pas ce challenge. Mais je suis très contente parce que le but d'un challenge, c'est de se challenger, de se défier un petit peu. Et vous verrez durant mes retours de cette vidéo que... Alors, pour me mettre au défi, je me suis mise au défi parce qu'il y a vraiment des lectures qui ont été quelque peu difficiles. Voilà, identiquement, vous retrouverez en barre d'infos si vous voulez aller jeter votre œil chez Vox Literaria, ce que je vous conseille vraiment. Maintenant, pareil, vous avez compris. Mais voilà, toutes ces lectures sont dans le challenge La tête dans les étoiles. On y va maintenant, pour de vrai. Pour le premier retour sur lecture, on va passer très vite puisque j'ai ouvert le bal de février avec la lecture commune qui est une œuvre, un livre de So-Young Park qui s'appelle Snow Globe, paru aux éditions Nathan. Vous avez l'encart à côté, c'est plus simple, vous savez, je pense que vous avez compris pour ceux qui sont là de façon récurrente sur mes heures littéraires. Et c'est une vidéo qui a ouvert quelques débats. Il est vrai que je fais une piqûre de rappel sans rentrer dans les détails parce que finalement, ce que moi j'avais à dire par rapport au retour qu'il y a eu, je l'ai dit. Mais les lectures, quand on fait les lectures communes et qu'on tourne les zooms avec les filles, les lectures communes sont bien évidemment sur un prime abord des retours sur la lecture que nous avons partagée, mais souvent, nous digressons, très souvent. Donc, un sujet en amenant un autre, il y a certaines d'entre nous qui sont plus passionnées que d'autres sur certains sujets, et donc c'est vrai que je trouve que d'une part, ça ouvre le champ des possibles en termes de réflexion. Ça ouvre, en tout cas, moi, la dernière lecture commune, elle a ouvert quelques axes de réflexion sur des choses sur lesquelles je suis pas très éclairée. Après, je suis allée me renseigner, je suis allée voir, et je trouve que justement la richesse de ces échanges avec les filles, avec le fait que nous ayons des connaissances bien différentes toutes les trois, et c'est bien normal, hein, nous sommes 3 entités différentes, fait que moi je trouve que ça ouvre un peu, ça aide à l'ouverture d'esprit, l'ouverture des chakras, et surtout essayer d'en apprendre un peu plus, de voir un peu les chiffres, puisque là il était question de parler de chiffres, de sondages, de statistiques, et moi en tout cas ça m'a ouvert un peu à ce truc-là. Je dis pas que ça me passionne, c'est pas vrai. On fait pas d'un sujet qui ne nous passionne pas un sujet hyper passionnant, ou alors faut vraiment creuser. Moi, c'est pas mon cas. Mais en tout cas, voilà, les lectures communes. Pour moi, la richesse de ces lectures communes, c'est qu'on s'arrête pas pile poil. On n'est pas dans un cadre de attention, juste retour sur lecture. Et c'est ça que j'aime. Et je ne veux absolument pas qu'on dénature ce type de vidéo parce que ça ne plaît pas, ou parce que si, ou parce que ça. Voilà, nous 3, on fait ça avec cœur. Et le jour où il y aura plus de cœur, on arrêtera de le faire. Voilà. Bien évidemment, dans la description, je vous mets le lien sur la chaîne de Gwen pour aller voir un petit peu notre petit grain de sel autour de Snow Globe de So-Young Park. Pour la seconde lecture de ce mois de février, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai choisi de Lionel Dahmer, qui est donc le père de Jeffrey Dahmer, d'ailleurs sur un livre qui porte très bien son nom, Mon fils et Jeffrey Dahmer, paru aux éditions Hachette. Ce que je tiens à signaler avant de vous donner mon point de vue aussi, c'est que la publication, le livre que moi j'ai lu, a été modifié par rapport à la publication originale à la demande de Lionel Dahmer. Donc moi, je vais vraiment vous livrer un point de vue sur une publication apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, bien modifiée. Alors peut-être ici, y a-t-il des personnes qui ne connaissent absolument pas Jeffrey Dahmer? Qui est Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série américain qui était aussi surnommé le cannibale de Milwaukee. Donc ça vous laisse un petit peu une petite idée sur
sur le mec. Il y a notamment une série qui est très bien faite, une série monstre, donc le premier épisode qui est dédié à Jeffrey Dahmer, qui est vraiment très très bien faite. Et il y a pas mal de petites choses sur Jeffrey Dahmer sur Netflix, notamment. Alors brièvement, la fin de Jeffrey Dahmer, il y a une de ses victimes qui réussit à s'échapper. Je vous passe les détails de comment il s'y prenait. Je vous laisse vous informer si vous voulez. Je tiens au minimum de monétisation que j'ai ici. Qui réussit à s'échapper, qui le dénonce. Donc bon, ils font des trouvailles absolument joyeuseté et gaieté. C'est le Disneyland gore dans son appartement. Et il sera donc mis en prison, incarcéré, et il sera assassiné par un autre détenu en 1994. Alors déjà, de suite, par rapport à ce livre... j'ai une drôle de sensation, un drôle de sentiment dès le début du livre, parce que d'entrée de jeu, il y a même pas t'as même pas le temps de lire 3, 4, 6 pages. D'entrée de jeu, dès les premières lignes, tu sens que l'auteur des mots essaie de t'aiguiller dès le début. Il y a une sorte de petite manipulation à travers les mots utilisés, à travers là où on t'emmène dès le début, et j'aime pas beaucoup ça, en fait. Que le mec raconte son histoire en tant que père de Jeffrey Dahmer et l'histoire de son fils, bon, ok. Mais tu vois, dès le début, moi, qu'on essaie de me placer des circonstances atténuantes face à un Jeffrey Dahmer, non, laisse-nous, explique, nous on se fait notre idée, mais c'est pas de nous aiguiller. Il y a une sorte de manipulation dès le début déjà qui me met un peu mal à l'aise. Alors attention, je suis pas abruti, en tant que père qui écrit sur son fils et qui veut écrire son histoire, que le papa qui parle tente de donner des circonstances, d'expliquer le pourquoi, le comment, les origines du mal et pourquoi elle en est venue là, et de se mettre un petit peu en mode oui, mais c'est pas entièrement de sa faute. Bon, il pointe beaucoup du doigt sa femme durant sa grossesse en disant qu'elle prenait beaucoup de médoc, que voilà, je trouve aussi qu'il donne un bon gros sac à dos dégueulasse à sa femme, à tout un laïus, sur plusieurs pages. Oui, mais ma femme ci, oui, mais ma femme ça. Tu t'entends à demi-mot, en tout cas tu lis entre les lignes que ce qui est devenu son fils, s'explique aussi par le comportement de la mère durant la grossesse. Je ne suis pas spécialiste de la santé, donc je n'ai pas la prétention de dire s'il y a cause à effet. Mais c'est dans le ton utilisé, je ne sais pas comment expliquer ça. Un début où Lionel Dahmer essaie de poser, comme je vous disais, les racines du mal. Sauf que là où, une fois encore, je suis très sceptique, c'est qu'autant les passages où il dépeint, il y a une sorte de... J'ai une curieuse impression de dédouanement de sa part. Les passages où il dépeint les problèmes de sa femme durant sa grossesse, toutes les peines de sa femme sont interminables. Et quand lui... il est question de lui, je trouve que bizarrement c'est assez bref. En tout cas, je vous parle dès le début, quand il essaie d'expliquer les racines. Après, t'inquiète, le Lionel, il va bien parler de lui. Ensuite, il y a plein de souvenirs du père de Jeffrey Dahmer. Et là, il y a la maman que je suis qui a fait son apparition. J'essaie de rester très neutre. Et c'est pas très facile sur ce type de récit. Et à un moment, Lionel Dahmer raconte un souvenir où il est question que son petit garçon de 4 ans vient le voir. Alors on sait quand on a des enfants en bas âge que parfois il y a des questions très très loufoques. Mais là c'est pareil, il y a question loufoque et il y a question où en tant que parent tu dis c'est pas un peu chaud l'histoire. Le gamin il a 4 ans, il vient le voir et lui dit dis donc papa, qu'est-ce qui se passerait si on me découpait le nombril ? Je vous avoue qu'en tant que maman, j'ai essayé une projection et je me suis dit, c'est un peu chaud là. C'est un peu chaud de pas creuser quand ton enfant de 4 ans se pose la question de schlatzer un nombril. Je suis dubitative. Et lui, ça le surprend pas. Tu vois, ce qui est assez étonnant, c'est que pour lui, c'est une question anodine d'un enfant de 4 ans. Moi, ma fille, elle a eu 4 ans. Jamais il a été question de découpe de... Bon, Lionel Dahmer continue à remonter dans ses souvenirs. Et il y a un autre passage qui maintenant l'interpelle, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça lui a pas sauté aux yeux.
Ils sont... D'ailleurs, c'est au moment où je crois qu'il y a eu la cassure, on va dire, dans le comportement, l'attitude de Jeffrey Dahmer. Ils sont dans une partie de pêche et le père évide un poisson. Il ouvre le poisson pour le nettoyer, machin. Et là, il y a une sorte de fascination de la part de l'enfant de 6 ans, Jeffrey Dahmer, qui reste fixé, bloqué sur les entrailles comme une fascination. Mais dans le livre, Lionel Dahmer explique que vraiment, il est en fascination totale devant ça. C'est pareil, la maman en moi, je suis dubitatif. Je ne sais pas quoi vous dire parce que, en tant que parents, nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons des réactions différentes. Mais là, à 4 ans, qu'est-ce qui se passe si on me découpe le nombril? Et entre autres, il y a plus, mais voilà, je ne veux pas vous citer tous les exemples dans ce livre, mais à 6 ans, qui reste fasciné face à des viscères, c'est un peu, pour moi, c'est un peu compliqué. On parle d'un enfant, d'un petit enfant. Et j'ai eu un enfant en bas âge de 4, 5, 6, 7 ans, et jamais je n'ai eu à rencontrer ces choses-là. Donc déjà là, est-ce qu'il n'y avait pas, sans faire de psychologie de comptoir, est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose à prendre en charge dès le début? On comprend, d'après les mots du père de Jeffrey Dahmer, qu'il y a une coupure nette et franche à ses 6 ans, où il est passé d'un enfant joyeux, bon, découpage de nombril à 4 ans, mais selon lui, il est passé d'un enfant joyeux à, du jour au lendemain, dénué d'émotions. Voilà, plus envie de rien, on a une césure, mais vraiment le jour et la nuit. Bon, moi je reste sceptique quand même, parce que quand tu as 6 ans, tu as tous les symptômes d'une profonde dépression, je crois qu'il faut se bouger la nouille en tant que parent, je crois. Je suis pas dans le jugement, je tente de comprendre, mais ça me laisse tellement pantoise. Si vous voulez, dans le livre, et là je vais vraiment être dans le factuel, le père décrit des situations où il décrit des signes très annonciateurs que ça allait mal tourner. Vraiment, si on lit les mots sans essayer de lire entre les lignes. Le problème, c'est que Lionel Dahmer va trouver toujours une bonne excuse ou une réponse à tout, en se disant, finalement, c'est peut-être normal, il tente, il teste. Bah, je suis pas sûre. Il y a plein de choses qui me bousculent, mais soit, disons que pourquoi pas. Enfin, Jeffrey Dahmer vit chez ses parents, il tombe dans un alcoolisme sans nom, et il y a seulement qu'en fin de lycée que Lionel Dahmer se rend compte que son fils est alcoolique. Mais je vous parle d'un alcoolisme de haute voltige. Ça veut dire une attitude qui n'est plus du tout la même. Ça veut dire que le mec, il est pété du matin au soir. Ça veut dire besoin d'argent, enfin, sauf erreur de ma part, mais l'alcool, c'est pas gratuit. Ça veut dire les odeurs, quelqu'un qui a bu. Enfin, pour ma part, si je suis assise à côté de quelqu'un qui a bu ne serait-ce qu'un whisky, je vais le détecter. Donc, c'est pareil. Est-ce que finalement, en tant que papa, il se serait pas mis un peu des œillères et de se rendre compte que ton fils est alcoolique quand ça fait 6 ans qu'il l'est, se dire mais j'avais rien vu. Ouais, c'est chaud quand même, c'est très très chaud. Mais le vrai problème que j'ai avec ce livre, c'est que pour moi, et là sur un avis qui n'engage que moi, Lionel Dahmer s'est servi de l'histoire de son fils, alors voilà, mais pour raconter sa propre vie, pour se mettre lui dans la lumière et quelque part en espérant déballer tout ce qu'il avait subi et tout, je pense qu'il a voulu vraiment que l'opinion, on va dire, sur son fils, il y avait une volonté vraiment de trouver des circonstances atténuantes à Jeffrey Dahmer, pas à nous. Pas à nous, je veux dire, à un moment donné, pas à nous. Il répète assez souvent dans le bouquin « J'étais comme lui », voilà, il se trouve des similitudes avec son fils. Ok, d'accord, j'entends, j'étais comme lui, sauf que tu n'as pas fait comme lui. Donc il y a quand même, là c'est même plus, on n'est même plus dans la nuance. T'étais comme lui, peut-être tu te retrouves dans certaines choses. Mais oh, on parle de Jeffrey Dahmer et de tout ce qu'il a fait. Renseignez-vous si vous ne savez pas. Bon, oui, peut-être, il y a eu des idées un peu similaires aux siennes, mais n'empêche que la différence, c'est le passage à l'acte. Et quels actes? Au-delà de l'histoire même de Jeffrey Dahmer, je trouve que l'histoire de Lionel Dahmer prend
beaucoup de place pour finalement nous dire peut-être que si j'avais fait mon introspection avant, j'aurais senti le vent tourner, j'aurais senti et j'aurais pu éviter ça. Je suis même pas sûre en fait. Je pense que le Lionel, là, il se met un peu la rate au courbouillon, mais je pense que quand tu es face à quelqu'un, parce que tous les documentaires et même, bon, la série, ça peut être romancé. Disons que là, c'était pas tellement romancé. La série, je la trouvais même plutôt hardcore, mais je pense que quand t'es quelqu'un comme ça qui ne ressent rien, parce que c'est ce qu'on ressent quand on regarde les documentaires. J'ai lu aussi des choses sur Jeffrey Dahmer. Tu sens que le mec, il est déconnecté de ses émotions. Il ressent rien, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de... C'est très, très, très étrange. Donc, est-ce que, même en faisant l'introspection avant, Lionel Dahmer aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas? Bah, à moins, je pense, pardonnez-moi, mais de le contraindre, je ne vois pas comment tout ça aurait pu être évité. C'est une question que je me pose. Hein. C'est pas quelque chose dont je suis sûre. Est-ce que tout ça, véritablement, sans le contraindre ou sans l'enfermer quelque part, est-ce que tout ça aurait pu être évité? Et ça rejoint un pan de discussion qu'on avait eu avec les filles dans une lecture commune. Est-ce qu'on détecte très précocement ce qui tend à être vers un petit peu sociopathie, psychopathie? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors éthiquement, ça pose problème, voilà, c'est sûr. Mais... est-ce que ce serait possible? Voilà, je suis très curieuse. Est-ce que c'est possible de, quelque part, remettre dans les rails, réaiguiller correctement un enfant qui montre des signes annonciateurs pas très joyeux en termes, je vous dis, de psychopathie, sociopathie? Je suis très curieuse. C'est un livre qui me laisse dubitative. Il y a autant ce côté où, bon... Il reprend les grandes lignes de l'histoire de Jeffrey Dahmer, mais ce livre prend beaucoup de place pour l'histoire de Lionel Dahmer. Et c'est pas ce que j'avais particulièrement envie de lire. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis sincèrement, ça peut paraître un peu cru, mais ça ne m'intéresse pas. L'histoire de Lionel Dahmer ne m'intéressait en aucun cas. Voilà, je pensais avoir un peu plus d'informations de la part du père de Jeffrey Dahmer, un peu plus d'informations. On a des souvenirs, c'est une certitude, mais je sais pas. Il me manquait un peu de... Comment on dit? De biscuits. Lui, je pense qu'il a des trucs en sa possession. T'écris un livre, où t'y vas ou t'y vas pas. Mais là, le livre, il était plus pour lui. Bien écrit au demeurant, correctement écrit, sur je le répète, une publication modifiée, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas un livre qui restera gravé... À titre d'exemple, la série sur Netflix est carrément plus intéressante que le livre de Lionel Dahmer. Voilà, donc est-ce que je vous conseille cette lecture? Si vous avez vu la série, abstenez-vous. Hein. Pour le livre suivant, j'étais hyper curieuse de découvrir ce livre qui est de Pierre-Louis Lancel, L'éloge des moches, paru aux éditions Perrin. J'étais très curieuse de découvrir ce livre parce que, alors ce n'est pas tellement ce à quoi je m'attendais. On a 11 histoires sur des personnages dits sur le papier connus et reconnus qui ont, sur le papier vraiment, hein, qui lui disait, qui ont réussi, dont le physique atypique, ils ont tiré une force de leur physique atypique. Voilà, donc j'étais très curieuse, puis le titre, Éloge des moches, vraiment j'y allais bon pied bon oeil. Mais déjà j'avais une petite attente, je ne vous cache pas, d'un auteur qui prend position, qui donne son point de vue, qui met son grain de sel. J'aime bien, moi, quand on met son grain de sel. C'est important, le grain de sel, quand on a évidemment quelque chose à dire. Donc, je m'attendais un petit peu à ce que l'auteur ait un parti pris. Et puis, je m'attendais surtout à ce qu'on me dépeigne des personnages pour qui vraiment la laideur citée, mentionnée, ces personnages-là en aient fait une vraie force. Et finalement, pas tant que ça. Donc, je suis restée un peu, à l'issue de certaines histoires, je suis restée un peu comme ça en me disant, bah oui, mais encore, pourquoi faire? Quel est le rapport avec le fait que le mec soit beau ou moche? Il y a une seule histoire qui m'a particulièrement touchée parce que c'est l'histoire d'Albert Jugon, Au nom des gueules cassées. Parce que, alors je pense que ça m'a touchée parce que là, on parle d'une... comment je peux dire?
on parle de physique abîmée à cause de la guerre. Ce que je veux dire, je vais appeler un chat un chat. T'es pas beau de naissance, t'as quelque chose qui fait que tu te trouves pas beau, bon, bah t'es né avec. Là, cette histoire m'a touchée parce que quelque part, ce sont des personnes, les gueules cassées durant la guerre, qui ont dû subir un physique meurtri. Des mecs qui partaient pour défendre leur patrie, leur pays, et ils revenaient avec des physiques. Mais Albert Jugon, c'est exceptionnellement dingue. Et effectivement, pour cette histoire-là, je trouve que le personnage a réussi à en extirper quelque chose pour en faire une force, parce que, évidemment, c'est ce qui est dit, si tu ne trouves pas une force là-dedans, tu peux pas continuer. Et je ne peux décemment pas finir cet avis lecture sans parler de Charles II, le roi d'Espagne, qui est d'ailleurs sur la couverture. Vous imaginez quand même que le mec, il était tellement laid, on le trouvait tellement laid, qu'on le croyait ensorcelé. On croyait que le mec, on y avait jeté un sort, toi tu vas être laid, tellement il était laid. C'est incroyable ce truc. Alors forcément, Charles II, roi d'Espagne, issu de, comment je pourrais dire, de conjugaison consanguine sur plusieurs générations, je crois qu'en guise d'ensorcellement, ceci explique un petit peu plus cela. Je veux dire... Bon, là, l'arbre généalogique, il est assez... comment je pourrais dire ça? Ah bah, on tourne en rond, là. Hein. D'ailleurs, l'auteur explique très bien ça, le fait d'avoir fabriqué, constitué un arbre généalogique aussi étroit n'a fait qu'aggraver les tares. Hein. Donc l'auteur m'a enlevé les mots de la bouche. Et évidemment, vu sous cet angle, ça dépasse. On ne parle pas seulement que de tare physique. On parle de graves problèmes de santé, on parle de décès plus que prématurés, on parle de graves troubles comportementaux. Donc voilà, l'arbre généalogique comme ça, c'est chaud, quoi. Après, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce bouquin, c'est que c'est quelqu'un qui connaît ses sources. L'auteur est historien, donc j'ai trouvé ça hyper passionnant parce que j'apprends. J'ai appris des trucs, donc quand je ressors d'une lecture et que j'ai appris des bricoles sur des personnages que je connaissais pas particulièrement, en tout cas pas à ce point, il y a un travail vraiment très pro autour de ces 11 histoires. Alors le titre n'est pas vraiment révélateur de la lecture parce que j'ai pas eu cette impression que l'auteur fait une éloge sur les moches cités. Il explique, il argumente autour de ça, il rentre dans les détails en tant qu'historien de vie de ces personnages-là, mais il n'encense pas les personnages ou ne déclame pas ces personnages. Donc à partir de là, j'ai trouvé ça hyper intelligemment ficelé. Et finalement, ça contrecarre complètement mon impression du début, c'est que là, Pierre-Louis Lancel, il est très dans le factuel. Il n'y a pas la place à son point de vue, même si moi j'aime le grain de sel, vous le savez, mais voilà, tu prends, il t'enrichit en connaissances, mais lui, il n'a pas envie de se faire chier à connoter ça avec son petit point de vue à lui, ou même rapprocher ça par rapport à des faits sociétaux. Voilà, c'est là, c'est 11 récits, la vie, ni plus ni moins, et il n'y a pas de prise de position qui aurait fait que le livre faisait le double en nombre de pages, et il y a à la fin de ce livre plein de photos des personnages cités. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre ça, je ne sais pas si je peux faire ça, parce que quand même, c'est une fin de livre, donc non, je ne le ferai pas. Mais il y a les photos, enfin, ouais, c'est... Pour certaines, c'est un peu chaud quand même, et notamment, je rappelle Albert Jugon, ça m'a fait tellement mal au cœur, vraiment, parce que c'est même plus un physique meurtri, c'est un physique démoli. Voilà, donc globalement, un début vraiment en me disant ouais, et je me suis surprise à aimer ce livre parce que je le trouve enrichissant culturellement, je le trouve enrichissant. Donc, est-ce que je vous conseille Éloge des Moches de Pierre-Louis Lancel? Bah, carrément, parce que j'ai passé un très bon moment. Bon, alors, l'avantage pour le livre suivant, c'est que je vais pas avoir besoin d'en faire des caisses, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins vu une adaptation, une inspiration cinématographique de Dracula. J'ai lu, j'ai voulu tenter de lire, je l'ai fait.
Dracula de Bram Stoker, donc paru aux éditions J'ai lu. Je vais pas me faire des copains, mais je me suis fait chier. Je me suis fait chier d'une force. Heureusement que j'avais regardé beaucoup de films traitant de Dracula. J'ai trouvé pire en termes de longueur que Stephen King. Il faut le faire. C'est incroyable ce masochisme dont je suis dotée naturellement d'insister là où pour moi c'était l'abandon, quoi. À chaque fois que je tombe sur un livre qui m'enquiquine, qui m'ennuie, où je me fais chier royalement, il faut que je sois sûre de mon coup, que ça m'a vraiment bien fait chier et que je termine le livre. Ah ouais, mais là, enfin pour moi, je vous dis, je suis pas là pour me faire des copains, mais pour moi là, Dracula, lecture Bram Stoker, c'est... Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux, le fait est, c'est que pour quelque chose qui aurait pu être plié, je vais être large et gentil, qui aurait pu être plié en 5 pages, pardonnez-moi, mais il y a 120 pages pour qu'on puisse enfin faire les liens, les rapprochements, les... Ah non, c'est trop, je vous jure, c'est trop. Et pardonnez-moi, mais pour les personnes qui ont lu, alors je comprends qu'on ait des goûts différents, mais n'avez-vous pas eu ce petit arrière-goût que certains personnages étaient un peu des... On avait l'impression que c'était des crétins. Enfin, je veux dire, autant de temps pour capter qu'eux. On les a un peu décrits comme des abrutis, non? Il n'y a aucun effet de surprise, mais ça, je pense que là, c'est parce qu'il y a eu tous les films et... Enfin, Dracula, cinématographiquement parlant, c'est un sujet qui a été traité, surtraité, retraité et retraité. Donc, je pense que l'effet de surprise, effectivement, n'y est plus. Mais le problème, c'est que je ne m'attendais pas dans ce grand classique qu'est Dracula, ce grand classique littéraire, je ne m'attendais pas à avoir des personnages comme ça un peu crétins, à avoir des longueurs. Voilà, c'est vraiment, tu t'ennuies, il n'y a pas de rebondissement, c'est mou de la guibole. Pour ma part, alors même si c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucune fluidité narrative, j'ai besoin quand même un peu de ça pour tenir bon. Et voilà, la construction narrative, elle est un peu pénible de par ses personnages, de par le manque de rythme. Ah, Franchement, les personnes qui ont aimé ce livre, je vous respecte. Parce que je me suis fait chier, mais je me suis fait chier. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce grand classique de Bram Stoker, Dracula. Moi, ça ne l'a pas fait, mais pas fait du tout. Pour le livre suivant, on change radicalement. Je me suis fait un petit café parce que je le vaux bien. Écoutez, j'ai le droit. Hein. On passe donc au livre de Nell Pfeiffer, qui est L'Engrange-Temps, qui est un tome 1. Et je vous le dis de suite, il va me falloir lire le tome 2, je ne sais pas s'il est dispo, va être dispo. Donc paru aux éditions Hachette Roman, parce que je veux lire le tome 2, il y a des points de détail dans ce livre, je veux des explications. Donc je laisse sa chance au produit, parce que étant donné qu'il y a un tome 2 prévu, j'imagine, j'espère, je souhaite avoir quelques réponses. Alors, L'Engrange-Temps, de quoi s'agit-il? Nous faisons la connaissance de la famille de la Pointe, plus particulièrement dans un premier temps de la petite fille Sophie de la Pointe, qui au moment où nous les rencontrons, elle est en train de regarder son père travailler, puisque son père est un horloger renommé. Hein. Et puis très vite, on est propulsé 12 ans en avant, où Sophie... a perdu son père est mort, et elle est elle-même devenue horlogère, et donc elle fait exactement le même travail que son père, s'occupe méticuleusement d'horloges et de pendules. Oui, mais voilà, mesdames et messieurs, ces horloges, ces pendules ont une particularité que les nôtres n'ont pas, puisqu'elles sont... comme dotées d'une âme. Et étant donné que ce sont des horloges qui sont dotées d'une âme, on ne les appelle pas les horloges, les pendules, on les appelle les oranimas.
Et donc ces horloges, elles apportent vraiment un côté très drôle au récit, étant donné qu'elles sont un peu les gardiennes de vie. Et elles ont leur mot à dire sur tout. On parlait de grains de sel, alors là, ça nous offre des passages assez drôles où y a des horloges qui sont un petit peu plus de mauvais poil, donc vont avoir la critique facile. Il y a un passage où notamment quand le frère du roi Dimitri vient déposer un réveil matin à Sophie pour qu'elle le répare, il y a une horloge qui n'est pas contente, enfin un Oranima qui n'est pas content et qui dit lui devrait être encore plus malpoli. Enfin voilà, elles ont toujours tout à dire, surtout, c'est une merveille. Ça donne vraiment des petits passages très sympathiques dans le bouquin. D'ailleurs, c'est ce réveil matin qui va faire toute la différence et qui va faire basculer le récit, puisque ce réveil matin est ce que l'on appelle un réveil matin tout simple, qui ne paye pas de mine par rapport à certains oranimas qui sont décrits dans ce livre, qui sont vraiment somptueux. Là, on a un petit réveil matin, c'est un engrangetant. De quoi s'agit-il? Un engrangetant, ce sont des horloges, des réveils, des choses comme ça qui sont dotées d'une magie supplémentaire et qui rendent accessible, qui permettent de voyager dans le temps. Le problème étant le suivant, c'est que Sophie ne sait pas comment le faire fonctionner. C'est la demande de Dimitri qui lui dit comment ça fonctionne et elle lui répond simplement qu'elle ne sait pas. Lui soutient que c'est dans ses gènes, c'est dans son ADN et elle doit savoir faire fonctionner un engrangetant. Sans qu'on comprenne trop de qui, de quoi, comment, pourquoi, Sophie va réussir à enclencher l'engrangetant et ils vont se retrouver éjectés des années en arrière, au temps où Sophie n'était même pas née, et au temps où le roi, frère du roi, était tout petit. Si Sophie ignore quoi faire de cette époque, parce qu'une époque où son père est très jeune, donc effectivement, elle se rend à la boutique, elle se rend à la boutique, elle rencontre un père qui n'a même pas encore fait la connaissance de sa mère, et donc elle n'existe pas. Si elle ignore quoi faire dans cette époque, comment le faire, le frère du roi, lui, a quelques petits projets un petit peu plus obscurs, puisque lui, on va remettre les choses en place. Lui, son but, c'est de changer le passé pour avoir un destin un peu plus agréable que son destin dans l'autre espace-temps. C'est très clair dans le livre. Là, comment moi je vous explique, ça peut sembler pas très clair, mais dans le bouquin, c'est très clair. Alors lui s'obstine, le frère du roi, à vouloir changer le passé, alors que Sophie, elle fait tout pour que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit n'influe pas pour que les choses restent inchangées. Donc c'est un petit combat, et d'autant que Sophie va se retrouver aux mains on va la prendre pour une sorcière, on va soupçonner de vouloir assassiner les enfants du roi. Bref, on va rentrer dans une histoire un peu perchée où Sophie, elle est piégée dans une époque dans laquelle elle ne sait pas quoi faire, comment faire et qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle peut rentrer? C'est ça l'histoire, comment faire pour rentrer? Elle, son but, c'est de ne surtout pas changer le passé pour ne pas que le futur, donc ce qui revient à dire le présent dans lequel elle veut revenir, soit modifié. Mais c'est pas facile quand tu sais pas si tu vas pouvoir rentrer ou pas, de ne rien changer du tout. Je trouve pour ma part que la construction de l'univers était assez formidable. Je ne suis pas adepte de fantasy, mais j'ai été embarquée dans l'univers merveilleux entre les horloges prodigieuses, entre l'histoire des tisseurs de temps, entre les oranimas, les engrangetants, entre le fait de devoir être imprégné en tant qu'horloger pour pouvoir donner vie à une horloge qui deviendra un oranima. J'ai trouvé l'univers tellement riche, et pour que moi ça m'embarque, c'est que c'était vraiment chouette, parce que j'ai beaucoup de mal avec, dans le monde de la fantasy comme ça, j'ai beaucoup de mal avec les univers un peu perchés. Bon, c'est pas mon registre en même temps, mais là j'ai trouvé ça tellement chouette, et cette originalité de placer par exemple ce qu'on appelle le chronolangue, c'est la possibilité pour l'humain de pouvoir communiquer avec ces horloges-là. Le bémol pendant le récit, c'est que comme on est dans
voyage dans le temps, dans le fait que le frère du roi Dimitri est un jumeau et qu'on soit sur des époques, il y a un moment où si tu n'es pas très attentif ou pas très concentré ou que tu es un peu fatigué, tu peux avoir une confusion dans les personnages. Bon, suffit juste, moi j'avoue avoir fait quelques petits retours en arrière pour savoir de qui on parlait, de quoi on parlait, de quel moment. Il y a eu quelques confusions, notamment pour ma part, entre les enfants du roi et le roi. Et là, est-ce qu'on parle du roi? J'étais un petit peu perdu puisque tout au début de l'histoire, Dimitri est le frère du roi. Sauf que sur la seconde partie, quand ils ont voyagé dans le temps, Dimitri est l'enfant du roi. Donc, il y a juste ce petit truc-là à se méfier parce que tu as très vite à être confus dans ce que tu lis. Alors, je préfère prévenir pour les personnes qui ont un attrait pour la romance. Il y a peut-être un détail dans cette romance, romance c'est léger, mais il y a peut-être un détail qui peut bousculer certaines personnes, c'est que je n'ai pas réussi, je ne suis pas arrivée à faire le distinguo dans cette relation entre Sophie et l'un des enfants du roi. Je n'ai pas réussi à comprendre, à savoir, est-ce qu'elle est dans cette relation de son plein gré parce qu'il y a des sentiments, ou est-ce qu'elle se sent obligée de le faire pour... voilà, c'est ce petit point de détail dans une romance qui ne ressemble pas à une romance qui peut bousculer certaines personnes qui aiment bien un peu ces passages-là dans la fantaisie. À titre perso, les passages de romance... de ce niveau-là, je m'encarre littéralement, mais je m'encarre vraiment. Moi, j'aime bien la romance, mais quand on y va, quand ça sent le cucu. Voilà, moi j'aime bien. Si je lis de la romance, je suis adulte, je veux que ce soit du truc, je veux que ce soit péchu, je veux qu'on soit pas là pour enfiler des perles. Je veux vraiment que, ok, romance, pim, 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 puis après on y va. Hein, après on dessert les boulons. Après, on fait sauter les calfouettes. Écoutez, ça suffit. Ah, mais moi, je ne pratique pas. Je suis complètement désactivé de ce côté-là. Mais moi, quand je lis, s'il doit y avoir une envolée de calbutes, on y va, quoi. On n'est pas là pour faire la chenille, la checheux, hein. Faut passer la seconde, hein. Et beaucoup plus accroché pour les personnages secondaires que les personnages principaux. Bien qu'il y ait eu un truc, ça s'est bien passé avec les personnages principaux, mais j'ai beaucoup de tendresse pour le personnage de Victor, qui est le père de Sophie. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai beaucoup de tendresse. J'ai aussi particulièrement aimé le rôle de Jean. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, ces personnages sont décrits comme secondaires, parce que peut-être moins présents, mais je trouve qu'ils ont tous deux une place très importante dans le récit. Et puis bien évidemment, les personnages qui m'ont le plus embarqué, ce sont les Oranimas, hein, vraiment. Et j'ai aussi mon petit coup de cœur, c'est pour une montre à gousset qui s'appelle Farandole. Écoutez, je fais ce que je veux. Si j'ai ressenti un peu d'amour pour une montre à gousset, ça me regarde. Mais alors, elle était dotée d'un humour qui me correspond complètement. L'humour un petit peu... Voilà, pince sans rire, un petit peu, corrosif comme ça. Ah, j'adore. Les réponses que je souhaite avoir dans le tome 2, c'est un peu plus développé autour de la magie des horloges, autour de la magie du sang et autour des sorcières. J'ai passé un très bon moment de lecture. À partir de là, est-ce que je vous recommande la lecture de ce livre? Carrément. En plus, il y a des passages très drôles, donc oui. Pour la lecture suivante, il s'agit de l'auteur Jaroslav Melnik, pour le livre « Je ne me lasse pas de vivre » paru aux Actes Sud. Pour ce livre, je l'ai commencé avec beaucoup d'a priori, donc très dubitative, et je crois que j'en ressors tout autant dubitative. Si vous cherchez à lire un roman qui est blindé de rebondissements, qui est tout à fait palpitant, alors ce livre n'est pas fait pour vous, puisque nous avons là un récit autour d'une société, autour d'un monde dans un temps lointain où la question de mourir ne se pose plus puisqu'on ne meurt plus. Des réflexions sur le sens de la vie quand il n'est plus question de mortalité et du parti pris de l'auteur que
parfois des partis pris que j'ai beaucoup peiné à comprendre, en tout cas à capter. Je vous plante le décor. Nous sommes en 5870, l'an 5870, et voilà près de 2000 ans que la médecine a fait ce qu'elle appelle le grand bond. Ce qui revient à dire qu'en l'an 5870, on ne meurt plus, on est immortel. Alors comment faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'agit en fait de... Je vais vulgariser le truc, mais en gros de réimplanter le cerveau dans des corps prévus à cet effet, et ce, indéfiniment. Avant le grand bond, il y a eu quelques tentatives un peu infructueuses. C'est-à-dire qu'avant de faire des transplantations de cerveau dans des corps qu'on a prévus pour ça, on a rallongé l'espérance de vie à 150 ans, je crois, en faisant des remplacements d'organes vitaux, le cœur. Mais ils se sont rendus compte qu'à part avancer l'espérance de vie, malgré tout, c'était pas possible de façon indéfinie. Donc ça n'a pas suffi. Et il y a un homme, Dylan Drem, je crois le nom, qui s'est dit, ce qui fait l'homme, ce n'est ni le foie, ni le cœur, ni les reins, ni tout ça, c'est le cerveau. Et là, ce monsieur a eu cette idée lumineuse de se dire, on va prélever le cerveau quand le corps est usé en fin de vie et on va les mettre dans des corps qui seront prévus pour ça. La mécanique est simple, enfin si je puis dire, pardonnez-moi mais ça me pose un petit problème tout ça. La mécanique est simple, quand l'individu arrive au bout de son énième vie, mais vraiment énième si vous saviez, l'individu se rend dans un centre de renaissance et il va choisir, comme s'il achetait, il allait faire des courses ou quoi aux caisses, il va choisir son nouveau corps qui, c'est un corps, hein, tout ce qui ressemble à un corps, mais ça s'appelle des Korg, K-O-R-G. Et il va choisir un petit peu, il peut choisir d'être dans le corps d'une femme s'il a envie d'être une femme, et inversement, tu choisis ce que tu veux, les critères physiques que tu veux. En fin de compte, le Korg est une base physique dans laquelle on va transporter une base physique dotée des organes frais et pimpants, et on va juste en fait transplanter le cerveau de l'individu qui est venu choisir un corps. Le joyeux bordel commence parce que quand tu es immortel comme ça et que tu renouvelles ton physique, tu vas aussi renouveler ta vie. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que là-dedans, on a un personnage qui a vécu plus de 2000 ans, donc qui a eu un nombre de corps assez incalculable, et qui à chaque fois refait des enfants et qui mène une nouvelle vie. Donc ils se retrouvent tous un petit peu avec 120 enfants, 300 enfants, enfin bref, c'est un joyeux bordel. Sauf que au fur et à mesure du temps qui passe, malgré tout, les liens d'origine se perdent. Et donc on ne sait plus par exemple si l'individu en est à sa 17e vie, il se rappellera pas forcément qui est son enfant de sa 2e ou de sa 3e vie. Donc évidemment, je me suis posé la question, mais après il y a eu quand même des explications dans ce bouquin, se pose la question de, donc tu sors du centre de renaissance, tu sors dans un corps de 20 ans, et en admettant que tu rencontres le fils de ta femme qui a eu un nouveau corps il y a 17 vies, qui à ton âge finalement, c'est flou, hein, mais je vous jure que ce livre est très flou aussi. Hein. En fait, pour faire plus clair, tu peux rencontrer quelqu'un, tu sors de ton nouveau corps, quelqu'un qui est ton arrière petit-fils ou petite-fille, tu sais pas que c'est ton arrière petit-fils ou petite-fille, et tu vas te marier, tu vas copuler, tu vas faire des enfants. Je me suis dit, ça me pose un problème, ça. Et finalement, pas tellement. Dans l'idée, oui, mais mécaniquement, non, puisque c'est les organes, le sang du Korg. Donc, il n'y a pas cette interaction, il n'y a pas cette possibilité consanguine, puisque là, il n'y a pas de lien de sang. Il y a des liens cérébraux. Mais comme ils ne se souviennent plus au fur et à mesure, bon... C'est bizarre, hein, je vous l'accorde, c'est hyper bizarre, c'est quand même l'une des premières questions que je me suis dit, mais attends, c'est parce quoi, la grand-père va aller... c'est bizarre l'histoire. Et en fait, non. Mais nous, humains lambda, dotés de... Au mieux des cas, on se sert de 10% de notre capacité cérébrale, c'est un peu chaud. Hein, et puis, il y a une question d'éthique. Et puis, je vous laisse imaginer à quel point nos principes de vie, nos principes actuels sont caduques. Parce que, déjà, Bon, quand il s'agit, tu as
ta toute première vie, donc ton premier corps à toi, et que tu vas aller faire le choix de ton corps, de ton futur corps, on s'emmerde plus avec des enterrements, des funérailles. Hein. Ton corps, ton tout premier corps, avant d'être dans celui d'un Korg, qui est notamment visuellement tout d'un humain. Hein. Hop, on te le fout dans un biocompost, et puis avec tous les autres, il n'y a plus de... Bon, ça sert à rien. Toi, tu sais que tu reviens, même si t'es pas dans le même corps, ton cerveau, lui, refait les connexions. Donc, on s'emmerde plus beaucoup. Les principes sont vraiment pas les mêmes, quoi. Voilà, bon, un corps, pourquoi faire? Rien du tout, puisque tu peux en avoir. À partir du moment, vous savez, là, on parle de corps et de trucs un peu utopiques, mais je pense véritablement qu'à partir du moment où vous pouvez disposer de choses de façon indéfinie et que ça pose plus un problème, eh ben, tu banalises ce que tu trouvais important. Si tu sais que de toute façon, tu vas pas mourir et que tu auras un corps tout neuf quand tu arrives à 90 piges. Bon, y a-t-il besoin de s'acheter un cercueil à 5000 balles ou... tu vois, le truc qui est hyper intéressant. Et quand je vous dis que ce livre m'a laissé dubitatif, ça veut pas dire que c'est négatif. Hein. Ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est le point de vue. En fait, le point de vue en comparaison avec le nôtre. Nous, on est une société où on fait face de façon obligatoire à la mortalité. Hein. On va tous sur le même chemin, au moins c'est le point commun que nous avons tous. Et là, on a... Donc, si vous voulez, l'immortalité, c'est un peu le truc, pour certaines personnes, un peu le truc fantasmé. Voilà, terminé, plus le chagrin, parce qu'on a tendance aussi à connoter la mortalité avec la peine et le chagrin pour ceux qui restent. Bref, plus d'emmerdement avec la maladie, puisque de toute façon, si ça va pas, tu changes de corps. Donc voilà, il y a un peu ce côté un peu fantasmé sur notre société actuelle. Et il y a le point de vue de cette société en 5870 qui d'un premier point de vue a pris cette immortalité comme un privilège, mais en y réfléchissant bien, en tout cas le personnage principal se dit c'est pas tellement un privilège. Il y a ces liens familiaux qui n'existent plus, il y a ce perpétuel recommencement, il y a l'ennui, il y a la monotonie. Et puis, je pense aussi, et là, sur un aspect un peu plus, une vision un peu plus personnelle, vous imaginez quand même le chamboulement que ça doit être. Bon, t'arrives, t'as 90 ans, en admettant ça, tu vas au centre de renaissance, tu choisis un corps, donc t'as 90 ans avec le poids de tes 90 ans. Et là, tu ressors du centre de renaissance, t'es frais, t'es pimpant, alors je pense qu'il y a une certaine notion de satisfaction, même si j'arrive pas trop à me projeter. Mais putain, le chamboulement. La veille, tu ressemblais, t'avais un physique. Le lendemain, tu te regardes dans un miroir. Vous vous rendez compte, le cerveau? Le choc, là? Le lendemain, tu te regardes, t'as 20 ans, t'es frais, tu te ressens... Je pense que même si l'idée peut nous sembler agréable, mais je trouve quand même que c'est hyper... c'est hyper violent pour un cerveau en termes d'adaptation et surtout du jour au lendemain. Puis c'est surtout dans ce livre, ce qui est quand même assez fou, c'est le prix à payer pour leur immortalité. Ils sont constamment surveillé. La moindre réaction qui ne paraît pas normale, de suite tu reçois une convoque, tu n'as même plus affaire à des vraies personnes, l'intelligence artificielle a la main mise sur toi, soit ce sont des machines, soit ce sont des... Bref, le prix à payer pour l'immortalité, c'est d'être fliqué quasiment H24. Le personnage principal, nous suivons Dio Koperek, qui, lui, par contre, saute de corps en corps depuis des lustres, depuis plus de 2000 ans, mais qui commence à prendre conscience, alors je ne vais pas aller trop loin pour pas spoiler si ce livre vous intéresse, mais qui, lui, commence à prendre conscience qu'il y a pas mal de choses qui clochent, notamment par le biais de... Comment je vais appeler ça? Par le biais de groupes un peu rebelles qui, eux, veulent mourir, ne sont pas pour l'immortalité. Et lui, il va aller à des réunions. Alors, c'est très curieux parce que ces groupes sont un peu décrits par l'auteur dans ce livre, un peu comme des mouvements un peu sectaires. Mais, mine de rien, lui prend conscience qu'effectivement, cette immortalité... le prix à payer est trop lourd et c'est surtout qu'il prend conscience qu'en fait, il va pas bien. Lui, ça va aller au point de ne plus se supporter parce que, quelque part, il évolue par le biais de son cerveau dans un corps qui n'est pas le sien. Donc, devoir vivre au quotidien dans un corps dans lequel tu te sens étranger, mais là, vraiment étranger,
C'est pas simple. Après, il y a quelques points qui m'ont posé problème, et ça a pris tout son sens pour un livre dont je vais vous parler tout à l'heure, mais il y a quand même, durant ma lecture, quelques points qui m'ont posé problème. Donc, on nous dépeint une société où hyper modernisée, avec une technologie très très pointue, mais pardonnez-moi, mais en l'an 5870, dans ce livre, on vit un petit peu comme la famille Ingalls. Pourquoi en 5870, quand on écrit un livre qui se balance dans un futur assez lointain comme ça, pourquoi ne prendrait-on donc pas le parti de ne pas se fixer sur des familles hétéronormées ? Dans les familles dépeintes dans ce roman, dans la façon de vivre, dans les choix des gens, je me suis dit, attends, il manque quelques personnes, il manque ça manque de richesse, cette société. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de, par exemple, on change de corps, hop, derrière, on trouve sa moitié, on se marie, on fait des enfants. Et c'est le schéma répété sur tout le livre, qui, de bien, quand tu le lis, te donne cette impression que c'est la suite logique. J'ai trouvé ça très curieux, alors qu'on fait une bascule quand même, on est en 5870. C'est-à-dire que moi, j'ai cette impression de lecture au niveau de la société, d'une société qui a gravement régressé plutôt qu'évolué. C'est pas très optimiste, ça. Forcément, il y a des passages sur la religion et sur sa propre vérité qui m'ont un peu crispé, parce que le problème, c'est que moi, en tant que lectrice, j'ai ressenti ce truc que l'auteur nous décrivait sa vérité et qu'entre deux, il essayait de nous glisser que sa vérité, c'était la vérité. Hep. Là, ça m'a crispé. Là, j'ai serré un peu. Hein. Là, ça m'a crispé. Voilà, ton point de vue sur ta religion, elle est personnelle. Garde ta vérité. Chacun la sienne. On a des passages, il suffirait de presque rien pour que ça devienne des propos problématiques. Notamment, si vous lisez ce livre, le passage sur le droit à stopper, je ne vais pas dire le mot parce que c'est pareil, je vais me retrouver en monétisation limitée, le droit pour une femme d'interrompre une grossesse. Voilà. Ça m'a un peu posé problème, cette prise de parti. On n'est pas dans le propos problématique, mais on n'en est pas loin. J'imaginais, moi, alors après c'est moi avec moi, mais j'imaginais qu'en 5870... on laisserait quand même, on foutrait la paix aux gens sur quoi faire avec leur corps, hein? Non, non, là en tout cas, c'est pas ce qu'il décrit dans ce livre. Il y a des prises de position, des partis pris. Si me venait l'idée d'écrire sur un futur très éloigné comme ça, je pense que, alors, c'est peut-être pas le bon parti à prendre non plus. En même temps, je ne suis pas autrice, donc ça tombe bien, mais je pense que j'essaierais d'insuffler un peu de... ça va aller mieux, pour essayer de se projeter et de se dire « ouais, ça va aller mieux, on va avancer sur bien des points, ça, ce sera plus un sujet ». Ah lui, non, lui, il a décidé que ça, c'était encore un sujet 3000 ans après. En conclusion, je ne sais pas si j'ai aimé ou j'ai détesté ce livre. Et je crois que finalement, c'est cette question que je me pose qui fait que j'ai aimé ce livre, parce que même si je mets en garde, si vous décidez de lire ce livre sur des passages qui peuvent vous sembler problématiques, je trouve quand même que l'auteur propose de chouettes axes de réflexion. Et c'est ça, je pense, qui m'a embarqué. À partir du moment que, si tu veux, je lis un livre et que je me pose 1 milliard de questions, moi j'adore ça. Et puis, surtout à partir du moment que je lis un livre, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et que je peux mettre mon grain de sel quand on me l'a pas demandé et ajouter un peu de poivre, je dis oui. Donc, est-ce que je conseille ce livre ? Oui, mais prudence, il y a quelques passages un peu limite. Pour la prochaine lecture, je suis partie parce que la catégorie, je vous ai pas dit les catégories, je vous les mettrai en bas, je verrai. Voilà, c'est pas bien grave, ce qui compte, c'est la vie lecture.
je suis partie sur la collection Les Contes Interdits. Alors, vous savez que moi, j'ai beaucoup de mal, mais la catégorie gore m'a poussée à aller là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis allée sur le livre de Gabriel Thériault, qui est La Corriveau, et paru aux éditions Ada. Alors là, là, une fois de plus, je crois pas que ça va me réconcilier avec l'écriture, tout ça très bien. C'est hardcore à lire, donc je ne sais pas si ça me réconcilie avec les contes interdits. Mais mine de rien, même si aucun des contes ne me réconcilie, j'en lis toujours un de plus. Hein. Comment je vais vous amener ce livre-là? Alors Louis-Étienne, il est dans la merde. Louis-Étienne, il est un petit peu dans la merde parce que le mec, il sort un peu du brouillard. Il est dans une sorte, à la palpation, ce qu'il considère être une énorme cuve en métal. Donc il tape, il crie, il hurle tout ce qu'il peut. Qu'est-ce qui se passe et tout? Puis en plus, sinon ce serait pas drôle, le mec il est plongé dans le noir. Donc il palpe juste que il se trouve dans un truc cylindrique en métal. Et bon bah il y a déjà un petit peu, tu te dis qu'est-ce que je fous là? Tu te réveilles, t'es dans un truc comme ça. Et il s'aperçoit, sinon c'est encore moins drôle, il s'aperçoit, Louis-Étienne, que... c'est bizarre. La cuve est en train de chauffer. La suite, est-ce que je rentre dans le détail? La cuve chauffe très fort. Je vais vous épargner la suite, mais voilà l'entrée en matière. Bienvenue dans les contes interdits. Ambiance. Bon, alors là, concrètement, je vais vous dire ambiance jusqu'au bout. J'ai détesté ce livre parce que je le trouve insoutenable, parce que je le trouve dégueulasse, parce que je n'ai rien aimé dans cette lecture jusqu'au bout. Voilà, il m'a causé dérangement, il m'a secoué très fort. Je ne lisais pas ça. Hein. Non, mais à moins d'avoir les viscères bien accrochés, le cœur bien accroché. Mais moi, putain, je suis sortie de cette lecture, j'étais pas très bien. Hein. C'est de l'horreur psychologique, c'est de la terreur, c'est immonde. Voilà, ce livre est immonde. On a un premier axe où on a une créatrice de contenu, donc qui sur sa chaîne fait des contenus qui traitent de torture historique. Voilà, ce qu'on faisait subir aux prisonniers en termes de torture. Et on a un autre axe de récit où, justement, il y a quelqu'un qui apparemment s'inspire de ces vidéos et enlève des gens et leur fait subir ce qu'elle décrit comme torture sur ces vidéos. C'est tout à fait ignoble et je trouve que au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, le procédé est de pire en pire. Et déjà qu'on commence très fort, hein, je vous ai lu la cuve, voilà, vivant dans la cuve qui chauffe, voilà. Donc je vous laisse imaginer la suite. Donc durant cette lecture insoutenable, on commence à mettre, il y a quelques indices qui sont, voilà, de ci, de là, on n'y est pas vraiment, hein, au final, mais on commence à se dire, est-ce qu'il n'y a pas ça, Bref, on se pose un tas de questions, et alors, là où je vous dis, enfin, allez-y si vous voulez, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à lire, mais la scène finale, la chute, la fin... Non, c'est pour moi, là, ça va trop loin. Pour moi, ça va trop loin. L'auteur est parti dans un truc... Moi, c'est très dérangeant. C'est qu'un auteur puisse aller aussi loin dans l'ignoble, dans l'immonde, dans l'abject, je peux pas. Ça fait partie de mes limites. Là, je vous avoue que je pense que celui-là, c'était le point final avec les contes interdits, parce que je peux pas. Je peux pas lire ça. Là, mon cerveau n'est pas en mesure d'accepter ce type de lecture. Abominable la fin, mais abominable dans ce que subit, l'un des personnages. Ignoble. Pour moi, selon moi, toute la mécanique de la scène de fin, du passage de la fin, de la chute, les options choisies pour les personnages me posent problème. À partir de là, c'est un grand non. Je ne vais pas en dire plus sur ce livre que je trouve pour ma part dégueulasse, mais si je peux vous empêcher, en tout cas si je peux vous préserver de ressortir d'un bouquin complètement chamboulé tellement c'est abominable ce qui se passe là-dedans, eh ben c'est de bon cœur. Voilà, en tout cas pour moi c'est un grand non. J'espère que ce livre ne peut pas être dans les mains de très jeunes personnes parce que j'espère que s'il est vendu ou en librairie ou quoi qu'est-ce, parce que là c'est pas possible. Hein. Pour le livre suivant, une fois encore, on va être en mode je vais même pas me faire des potes.
j'ai choisi de lire Les sorcières d'Eastwick de John Updike, paru aux éditions Gallimard. Bon. Alors, il est quand même, je pense, important, non, mais utile de préciser que moi, je n'ai rien vu. Je crois qu'il y a une adaptation ciné. Je ne l'ai jamais vue. D'ailleurs, je vais m'en passer, hein, parce que... Bon, alors, nous avons 3 personnages féminins, donc 3 sorcières, évoluant dans les années 70. Il y en a une qui s'appelle Suki, Alexandra et Jane. On comprend les intentions de l'auteur qui sont celles de démontrer une certaine émancipation féminine par le biais de ces 3 représentantes. Ok. L'idée de base, le postulat est bon. Le postulat est bon parce que le fait qu'elles soient toutes les 3 dotées de pouvoir, puisqu'étant des sorcières, elles vont forcément pouvoir influer sur une société américaine des années 70 qui se veut être très conservatrice et surtout hyper patriarcale. Donc, ok, là toujours, je suis très raccord. C'est après que ça commence à pincer. Ça commence à pincer à partir du moment où l'auteur prend le parti de nous présenter, de nous proposer 3 personnages féminins qui sont censés représenter l'émancipation, la liberté d'eux. Sauf que pourquoi déjà on part sur le principe de nous présenter 3 personnages féminins parfaitement imbuvables à la limite du détestable? Pourquoi déjà ce cliché? Alors pour moi, là-dedans, il y a une farandole de clichés qui me dérange. Ça me dérange et je vais vous donner mon point de vue, vous en faites bien ce que vous voulez. Mais ça me dérange parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Je vous dis, quand je lis, je me pose un tas de questions, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à la finalité? Ça voudrait dire quoi? Qu'une femme qui, au sens propre comme au sens figuré, aurait un petit peu trop de pouvoir, en ferait déjà d'une part n'importe quoi, et automatiquement, ça la rendrait détestable. Pourquoi donc? Et là, j'ai trouvé déjà ce parti pris. Pourquoi nous pondre 3 personnages qui ont le pouvoir au sens propre du terme de faire avancer une communauté, certaines mentalités, mais qui en font tout et n'importe quoi? Déjà, je trouve que ça, de base, on n'est pas bon, les gars. Pardon, mais moi, je ne comprends pas cette route prise qui est de caricaturer l'émancipation de ces 3 personnages féminins. J'insiste un petit peu, si vous le voulez bien, sur les clichés, caricatures. On parle de l'arrivée du fameux Daryl. Alors, Daryl, c'est le mec. Barbeau, celui qu'on a dans le slip, tu vois, c'est... Voilà. Et je te le donne en 1000. J'avais même pas commencé le truc, j'ai vu à l'horizon se profiler gros comme une bagnole. Les 3 sorcières vont donc... le beau Daryl, tout le monde va se titiller le biscuit au point de vouloir se foutre sur le cornet pour cet homme. Donc, 2 femmes qui s'émancipent et qui, sur le papier, c'était plutôt très bien trouvé, elles vont complètement, effectivement, devenir stupides au point de se désolidariser pour un, pardonnez-moi du fait, mais pour un barbeau qui casse pas 3 pattes à un canard et qui en plus, pardonnez-moi, est un peu infect comme personnage. Ce qui me dérange et ce que dans un même temps j'aurais aimé trouver dans ce livre, c'est que là on est dans une idée où on essaie de nous faire croire, voilà, ça va être plus cohérent de vous dire ça comme ça, que l'un utilise l'autre. Daryl va utiliser les 3 sorcières pour parvenir à ses fins, et les 3 sorcières, on nous dit qu'elles utilisent Daryl pour parvenir à leur fin. Sauf que quand tu lis bien tout, en fin de compte, tu te rends bien compte que c'est carrément Daryl qui a l'ascendant sur les 3 femmes, et ce, jusqu'au bout. Je m'attendais vraiment à ce que ces 3 femmes soient la figure forte. Les sorcières d'Eastwick, c'est le titre, donc elle soit la figure forte de ce livre. Il n'en est rien, on pourra me dire ce qu'on veut, mais la figure forte de ce livre, c'est Daryl. Parce que on a vraiment, il n'y a même pas c'est pas une impression, c'est que c'est écrit, elles sont toutes les 3 dans une certaine attente de validation de la part de Daryl, d'une part, et puis j'en prends pour preuve. Il y a une relation déjà que je trouve hyper malsaine, mais bon, ça après, ce sera l'appréciation de chacun. Mais quand intervient l'arrivée de Jenny, sympa le Daryl, terminé aux oubliettes de tout le monde. On a bien utilisé tout le monde, et puis les 3 là, elles comptent pour des prunes. Si je puis me permettre, sur une expression de 1976,
Donc voilà, c'est vraiment lui qui a l'ascendant vraiment sur les 3 femmes. Et à aucun moment, les fameuses sorcières d'Eastwick sont les figures fortes de ce roman. Et une fois encore, il y a un point qui me dérange. Alors, ce n'est peut-être qu'un détail, mais détail plus détail plus détail, ça commence à faire un gros détail. Mais le personnage de Jenny, elle a rien demandé à personne, elle est là, elle a fait de mal à personne. Mais c'est qui va écoper de tout ça? C'est le personnage de Jenny, parce que la jalousie et la colère vont faire qu'elles ne vont plus rien contrôler. C'est Jenny qui va trinquer. Mais là, l'idée, enfin, pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'était pas plutôt à Daryl de trinquer plutôt qu'à Jenny? Pourquoi est-ce qu'on fait trinquer Jenny? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi de dire, lui, il va s'en prendre un petit peu plein sa gueule, là? Pourquoi intituler un livre « Les sorcières d'Eastwick » pour ne mettre en avant finalement qu'un personnage masculin? On aurait pu appeler ce livre « Le diable d'Eastwick ». Dans ce cas-là, la position de Daryl dans son livre prenait tout son sens. Là, pourquoi l'intituler « Les sorcières » pour les faire passer pour 3 névrosés? Sur un plan lecture et plume de l'auteur que je ne connaissais pas, pareil, j'ai une déception parce que je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à une plume un petit peu plus osée, où l'on partirait sur une plume un petit peu plus pimentée, un petit peu plus râpeuse. On n'y est pas. Je m'attendais aussi à beaucoup moins de longueur. Et il y a eu énormément de longueur, avec une ponctuation parfois un peu manquante. Vous pouvez avoir 3 lignes de mots sans que cela ne soit ponctué, donc ça alourdit un peu le récit. Bref, je pense que globalement, autant sur mon ressenti lecture que sur la plume et sur la proposition de l'auteur, je suis totalement passée à côté. Donc pour moi, et ce malgré ce grand classique américain, c'est un non. Je n'ai pas aimé cette lecture, elle m'a agacée, je n'ai pas compris les tournures et le parti pris. À partir de là... Pour le livre suivant, j'ai voulu découvrir un peu Baptiste Beaulieu. Pour le livre « Tous les silences ne font pas le même bruit », paru aux éditions Fayard. Je précise que Baptiste Beaulieu, c'est quelqu'un que je ne connais que de nom. Je ne le suis pas sur les réseaux sociaux, donc je découvrais complètement cette personne par le biais de ce livre-là. Donc, ça va être très difficile de faire un retour lecture. En même temps, j'ai quand même quelques points à vous livrer. On est sur je dirais, une histoire de vie, oui, un témoignage surtout de vie, presque un appel au secours et un cri de colère. Un cri de colère et en même temps un regard attristé, un regard de ras-le-bol, d'un homme homosexuel qui se raconte et qui raconte l'autre aussi, surtout. J'ai cette impression, c'est très difficile de faire un retour sur une lecture de la sorte, mais c'est un cri de colère, un cri de tristesse, une nécessité de faire comprendre en fait aux personnes qui liront ce livre la position d'un homme homosexuel dans une société qui a étiqueté les normes, et donc un regard sur sa vie et surtout le regard de l'autre sur comment évoluer dans cette société quand tu n'es pas dans ces satanées normes. J'ai pris une énorme claque dans la gueule dans tout ce passage où en fait, en tant qu'hétérosexuel que je suis, j'ai pris une énorme claque dans la gueule parce que je me suis dit effectivement, en tant qu'hétérosexuel, jamais, par exemple, et je dis bien jamais, je vais avoir bientôt 47 ans, jamais on ne m'a demandé la raison pour laquelle j'étais hétérosexuel. Jamais. J'ai pris des claques dans la gueule parce qu'en fait, on vit dans une société et j'évolue dans cette société pour qui il y a un sujet là-dessus. Je vois ce qui se passe, j'entends ce qui se passe, je suis pas non plus perché. Je veux dire, je vis dans cette société, j'évolue dans cette société, je vois, mais il n'empêche que je ne m'étais jamais posé la question sur ce privilège hétérosexuel pour la bonne et simple raison, c'est pas par manque c'est pas de ne pas être éclairé ou quoi au caisse. Je vis dans cette société, mais c'est parce que pour moi, nous sommes qui nous sommes et point en fait. Il devrait, selon moi, ne pas y avoir de sujet sur la question. On est en 2025 et c'est encore un combat d'être homosexuel. Ce que je veux dire, c'est que je prends les transports en commun.
Et moi, je regarde les gens, je regarde, il y a des réactions, parfois, je vous jure, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, mais il y a des réactions, il n'y a même pas besoin parfois de parler pour connaître l'opinion des gens. Il suffit dans un métro, un bus, quoi, il y a deux hommes ensemble, 2 hommes homosexuels qui sont en couple et qui rentrent dans un métro et qui se tiennent la main, ou pire, oh là là, et s'ils ont l'odieux toupet de se faire un bisou, faut voir. Ah là, on en perd 10 à la cuillère, hein. Là, je vous le dis, hein. Faut voir entre les chuchotements, entre les regards de dégoût, entre les rires aussi, les rires un peu dégueulasses de personnes qui vont partir dans des sphères un peu bizarres. Il faut voir. Voilà. Donc, je ne peux pas, quand je vous disais, j'ai pris une claque dans la gueule parce que c'est vraiment c'est cette normalité dont parle Baptiste Beaulieu. C'est que nous, en tout cas moi, en tant qu'hétérosexuel, désactivé, mais hétérosexuel quand même, il y a des choses, c'est du tout cuit. Jamais, vraiment, je le répète, on ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais hétérosexuel. Alors que oui, on va demander à des personnes qui sont homosexuelles pourquoi elles sont homosexuelles. Sérieusement, si vous voulez, moi je vais vous dire un truc. J'ai grandi, j'ai évolué, au sein d'une famille, j'ai grandi. Je vais vous donner une anecdote, hein. Vous savez que la plupart de mes expressions, je les tiens de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était exceptionnelle. Je vous précise quand même que ma grand-mère, elle est née en 1930. 1930, d'accord? Il y a 5 ans près, il y a quasiment 100 ans. Vous savez ce que ma grand-mère disait quand quelqu'un tenait des propos qui, pour elle, n'avaient pas lieu d'être? Je vous parle d'une personne qui est née en 1930, je répète. Ma grand-mère regardait la personne et lui disait « Mais tu sais, hein, ce qui rentre dans le cul des autres, ça ne te gâte pas les dents. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ?» Donc, c'est vrai que quand toi, tu as évolué comme ça, tu as été élevé, éduqué dans ces idées-là, tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, soufflez, pétez un bon coup, faites quelque chose, mais foutez la paix aux gens. Ce livre, bien que non concerné puisqu'hétérosexuel, m'a beaucoup chamboulée. Je me suis surprise à avoir des petites larmes parce que ça a généré de la colère, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être aussi con et aussi intolérant. Voilà, appelons un chat, ça va. Et ce qui me met en colère par rapport à cette lecture que je trouve d'utilité plus, ce qui me met en colère, c'est que, et ce qui est dommageable pour le livre, c'est que je pense vraiment de tout mon cœur que ce livre va être lu par des personnes pour qui cette façon de penser, pour qui c'est acquis. Et que, toujours selon moi, dans ma réflexion des choses, les personnes pour qui ce n'est pas acquis ne liront pas ce livre. Et c'est pourtant eux que ce livre concerne. C'est pourtant eux qui sont concernés par les mots de Baptiste Beaulieu. C'est eux qui auraient dû, à ma place, se prendre des punchs dans la gueule. Je trouve que ce livre devrait être lu par des personnes qui sont étroits d'esprit par rapport à ça, par rapport à la sexualité de l'autre. Et ce sont ces personnes étroites d'esprit qui estiment que leur orientation sexuelle est la seule et l'unique, ne liront pas ce livre, et c'est en ça que ça me pose problème. Je me rends compte vraiment que dans l'œil de quelqu'un qui est concerné, c'est encore pire que ce que l'on voit. On voit ce qui se passe. On n'est pas dénué de discernement, on est conscient, on voit, je prends les transports, je suis dans la rue, je les vois. Mais par contre, quand tu as les mots de quelqu'un qui est directement concerné, tu te reprends un double punch dans ta gueule, hein. Je peux pas dire plus sur ce livre, on est vraiment sur un témoignage, de vie, en plus je le trouve très bien écrit. Si tu veux, tu as toi ce que tu vois, ce que tu constates au quotidien, dans la rue visuellement. Mais ce qu'on constate dans la rue visuellement, nous on n'a pas les sous-titres. En fait, Baptiste Beaulieu, lui, te donne les sous-titres. C'est-à-dire qu'il y a une situation précise, lui, il te décrit avec ses mots en tant que concerné. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les choses qu'on peut dire de façon très anodine, qui vont foudroyer. On a les sous-titres. Maintenant, je ne peux que vous conseiller ce livre. Je peux pas... J'ai adoré, tout autant que cette lecture m'a agacée, m'a mise en colère, m'a foutu dans une incompréhension.
Mais je pense que c'est un livre qui doit être lu et être lu par déjà, bon alors ça, est-ce que ce sera le cas, être lu par des personnes pour qui les minorités posent problème, quelles qu'elles soient, et être lu par un jeune public, des adolescents qui commencent et qui souvent aussi sont pas très sympathiques par rapport aux petits copains ou aux petites copines qui se cherchent un petit peu sur leur orientation sexuelle. Je pense vraiment qu'il faut proposer cette lecture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je vais achever cette heure littéraire. Alors là, on va être sur plus d'une heure, hein, je vous le dis tout net. J'ai digressé plus. Je vais terminer cette heure littéraire de toute beauté sur ma première lecture de grande. Il s'agit de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, là, aux éditions Flammarion. C'est le premier livre que j'ai lu quand j'étais en âge de comprendre très clairement ce que je lisais. Donc, il y a un affect particulier, il y a une nostalgie, parce que le premier livre de sa vie de lectrice, ça compte. Alors quand c'était en plus un très chouette livre, ça compte encore plus. C'est une relecture après de très nombreuses années, et je dois volontiers admettre que j'ai pris autant de plaisir, peut-être plus, parce que là, il y avait une autre... L'imaginaire n'est pas le même quand tu as 8 ans et quand tu as 47 ans. Vous vous rendez compte, j'ai fait une relecture quasiment 40 ans après, c'est trop beau. Non mais c'est trop beau. Dans la mesure où je ne sais pas si vous avez déjà lu Voyage au centre de la Terre, peut-être avez-vous vu quelques adaptations ciné, mais en gros, nous faisons la connaissance du professeur Lidenbrock, qui est un professeur qui est géologue, alors un éminent géologue, hein, voilà, hein, qui est quelque peu illuminé. Hein, il est très perché, accompagné de son neveu Axel, qui lui est beaucoup plus sur la réserve, qui est en tout cas moins perché que son oncle, et le hasard fait qu'ils vont tomber sur un parchemin dans un vieux manuscrit qui, en gros, hein, je raccourcis un peu le truc, et en gros, c'est un parchemin qui, une fois décrypté à l'aide d'Axel, c'est Axel qui va réussir à décrypter ce parchemin, va expliquer comment atteindre le centre de la Terre. Donc évidemment, la suite logique, vous la connaissez, ils vont se mettre en route, aidés de personnages secondaires, pour partir à la conquête de ce dit centre de la Terre, qui, au niveau, pour y accéder, c'est dans le cratère, il faut passer par le cratère d'un volcan en Islande. L'histoire démarre là-dessus. On va tenter d'atteindre le centre de la Terre. Et c'est là où ton âme d'enfant de 8 ans ressurgit, on descend dans ce cratère, va s'ouvrir à nous un monde de merveilles. Alors un monde de merveilles dans le sens propre du terme, mais aussi un univers quelque peu hostile. Mais j'ai eu cette même passion de découverte de la mer souterraine, les champignons géants, les arbres, les descriptions des arbres. Vraiment, ce livre te permet de faire fonctionner ton imagination à fond les ballons. En tout cas, le visuel dans ton imagination d'espèces censées être éteintes, la galerie, enfin, c'est une merveille. C'est une merveille. De toute façon, après, j'ai un gros parti pris. J'ai un amour particulier pour la plume de Jules Verne que je trouve travaillée, intelligente. On parlait tout à l'heure de fluidité narrative dans les livres de Jules Verne, et ce malgré les descriptions et les détails dits techniques, et là notamment tout ce qui est géologie, paléontologie, scientifique, il y a quand même une fluidité, une clarté narrative qui t'embarque. Et puis il y a cette petite tenue en haleine. Bon, quand c'est une relecture, mais bon, il y a cette petite tenue en haleine. Est-ce qu'ils vont parvenir à atteindre le centre de la Terre? Ce que je trouve fabuleux avec les œuvres de Jules Verne, parce que je crois les avoir toutes lues, ce que je trouve fabuleux, c'est que j'ai ce sentiment que Jules Verne écrivait ses œuvres comme s'il peignait un tableau. Et donc, ça rend le tout très, très cinématographique. Et ça rend donc la lecture très belle. Et donc... par rapport à cette clarté, cette fluidité narrative, finalement, ça rend, je trouve, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a semblé simple à 8 ans de lire ça, je trouve qu'on est finalement sur une plume qui est plutôt très accessible. Et c'est chouette, quand tu as 7-8 ans, c'est chouette de lire. Je me rappelle, il était super beau, mon livre. J'ai pris, je crois, volontairement sur Insta, quand j'ai fait mes petites miniatures,
j'avais vraiment cette version-là, la rouge et or. Était super beau, je m'en souviens. Je le trouvais, je crois que j'ai choisi ce livre, non pas pour mes connaissances de Jules Verne, parce que vous vous doutez bien qu'à 7, 8 ans, les connaissances sur Jules Verne, mais c'est parce que je trouvais le livre tellement beau que je voulais le lire. En tout cas, j'ai fini cette pile à lire de ce mois de février avec quelque chose de très nostalgique, de très bon, et ça m'a fait du bien de terminer là-dessus. Après, vous dire, est-ce que je vous conseille les œuvres de Jules Verne? Oui, mais là, je suis pas objective du tout. J'ai pris un très grand plaisir à cette relecture et ça m'a, de façon très bienveillante, ça m'a retransbahudé dans une époque très chouette. Voilà. Donc oui, bah oui, je vous conseille, mais après, c'est des grands classiques, donc à vous de voir. Je vais préciser quand même que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis sur un challenge La tête dans les étoiles de Vox, donc de la chaîne Vox Literaria, et que j'ai commencé ce challenge début février, 1er février, j'ai d'ores et déjà atteint le premier palier qui est Impact. Ça rigole plus les gars. J'espère en tout cas que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie sur cet interminable heure littéraire. J'ai pris énormément de plaisir. Je vous le dis, je pense véritablement que c'est, je le répète, radoter, replay, répéter. Mais je crois que c'est l'une des vidéos que je préfère tourner. C'est mon moment d'apaisement, moi, avec vous et avec ces retours lecture. J'arrive pas à l'expliquer, ça m'apaise beaucoup, ça me canalise beaucoup et j'aime vraiment beaucoup cette vidéo. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi. Des bisous.